Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview en votre compagnie avec un invité que j'apprécie tout particulièrement. Mais avant de vous dire qui il est et qui se présente, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon dernier guide, la stratégie en 8 étapes pour générer un flux constant de prospects vendeurs qualifiés et dont le lien se trouve quelque part autour de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Arnaud. Arnaud Sebal. Arnaud, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Oui, ben, avec plaisir Sébastien. Je suis très heureux aussi d'être là avec toi et avec vous. Hmm. Donc, moi, je dirige une école qui forme des thérapeutes et des coachs. Donc, je suis moi-même thérapeute et coach depuis plus de 20 ans. Et donc, j'accompagne aussi en particulier des entrepreneurs qui veulent travailler sur leur blocage pour les aider à réaliser vraiment leur objectif. Et puis le petit message en premier, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans la tête en fait et qu'on a besoin de débloquer dans la tête. Ouais, c'est une vraie. Et toi, tu le fais par le biais de la Gestalt, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est C'est ça? ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus rapidement pour introduire le sujet? Oui, bah, je crois que c'est vraiment une thérapie que les gens aiment bien parce que justement c'est relationnel, on se parle, on n'est plus du tout dans la psy où les gens parlent à un mur. Donc on est vraiment dans un contact, une relation et puis on est très dans le concret, c'est vraiment dans l'essai maintenant. Ok. Choisir sa vie et avancer. Et bon, on a la chance de se côtoyer dans certains cercles d'entrepreneurs et j'ai même eu Et la chance de travailler à tes côtés. Euh, Tu parlais justement il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête et pour moi qui suis coach d'entrepreneur, donc d'agent immobilier, de conseiller immobilier, c'est une prise de conscience que j'ai eue très récemment finalement, c'est que le savoir-faire, d'une certaine manière, les compétences que je dis souvent à mes clients, c'est un peu une commodité. Alors, c'est pas que Google a la réponse à toutes nos questions, mais c'est vrai que finalement, une compétence, j'ai tendance à croire qu'elle est de plus en plus de l'ordre de la commodité, vu le niveau d'information qu'on peut tous avoir à notre disposition. Mais par contre, ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent ou pas, et derrière la réussite, on va voir ce qu'on peut y mettre, mais bah, c'est beaucoup ce qui se passe ici, effectivement, sur des notions de passage à l'action, sur des notions de croyances limitantes, etc., etc. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que toi, tu constates quand tu coaches des entrepreneurs, c'est que vraiment leur réussite, elle est directement corrélée à ce qui se passe dans leur tête? mais complètement. Et je me souviens, il y a plus de 20 ans, j'avais participé à un séminaire avec des Américains. Donc, eux, ils étaient quand même assez en avance, comme souvent. Et je me souviens, il y avait un schéma comme ça on parlait de l'argent, puis il y avait un dollar qui était dessiné dans la tête. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait marqué, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai pu vérifier, c'est que parfois, on a du mal à agir ou même à réussir, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui se passe en nous parce qu'on a des schémas, parce qu'on a des pensées, puis aussi, on a ce que j'appelle un dialogue intérieur. C'est-à-dire D'accord. tout ce qu'on se raconte en permanence dans la journée. Il ne faut pas avoir peur de ça, je crois qu'on se parle tous. Mhm. Alors, c'est vrai, quand on se parle à voix haute, ça fait un peu bizarre. Et je crois qu'on est tous en train de se parler. Voilà, bon, je vais faire ça, tout ça. Puis dans ce dialogue intérieur, j'ai vraiment remarqué que souvent, il y a beaucoup de choses négatives en fait. On va se dire, ah, mais t'es nul, tu vas pas y arriver. Et vraiment, ce qu'on va déjà faire, c'est prendre conscience et justement mettre en lumière ce dialogue intérieur. D'accord. Donc, qu'est-ce que tes agents immobiliers, qu'est-ce que vous vous dites en fait toute la journée quand vous regardez votre agenda, quand c'est plein ou quand c'est vide? Qu'est-ce que vous vous dites? Et ça, c'est vraiment une première clé. C'est quand je suis face à mon travail, à mes activités, que j'ai des choses à faire, euh, il y a ce que je dois faire, mais c'est vraiment intéressant d'écrire juste, mais qu'est-ce que je suis en train de me dire là sur ce que je dois faire? Est-ce que je suis en train de me dire, oh là là, mais celui-là, si je l'appelle, ça va mal se passer. Toi, qu'est-ce que tu constates, toi, dans tes quotidiens, justement? Moi, je vois des choses. C'est vrai que dans les points de blocage des entrepreneurs, on a souvent la peur de l'échec,
la peur de réussir parfois, et je sais que c'est un sujet dont on a parlé tous les deux. Et, mais je crois que de manière beaucoup plus basique, il y a beaucoup de questions d'estime de soi et il y a beaucoup de questions qui sont liées à, notamment quand on est commercial, à la peur de déranger, à la peur d'être intrusif, à la peur de ce que l'autre va penser de sa démarche commerciale. Et je sais que moi, j'accompagne beaucoup de conseillers immobiliers qui ont de belles valeurs, qui ont vraiment envie d'accompagner les gens dans des projets de vie qui sont parmi les plus importants d'une vie, et on en a déjà discuté, et qui pour autant ont l'impression que parce qu'on est dans une profession qui a une image négative, et parce qu'on a parfois du mal avec cette posture de démarchage, l'impression qu'on est avec notre mallette et notre truc en train d'essayer de refourguer un truc à quelqu'un. Et là, il y a beaucoup dans ce fameux dialogue interne de choses de l'ordre de qu'est-ce qu'on va penser de moi. Alors, c'est vraiment intéressant. Moi, souvent, j'aime bien prendre le contre-pied des choses. Et puis, là, ce que je pourrais dire, je vais assumer que ma profession a mauvaise réputation. C'est-à-dire que ça peut même être quelque chose qui peut se dire dans le dialogue. Je sais on a parfois mauvaise réputation. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on va vouloir en fait éviter et cacher, ça va prendre encore plus de place. Et si si vous êtes si vous avez peur de ces réflexions-là, je dirais dites-les avant vos clients. C'est-à-dire, si vous avez peur qu'on vous dise quelque chose, dites-le avant. Et pourquoi pas, on pourrait vraiment imaginer une petite intro. Voilà, je suis agent immobilier, je vous appelle, je sais que peut-être vous avez eu déjà une mauvaise expérience avec, mais moi je suis là pour vous montrer autre chose. Et j'aime beaucoup cette idée, en fait, tout ce qu'on n'ose pas affronter, c'est pire en fait. Ouais, clairement. Et puis, c'est un travail que je leur fais souvent faire aussi, c'est finalement de tuer les objections dans l'œuf, en fait. C'est qu'à partir du moment où elles ont été énoncées à voix haute, on s'aperçoit qu'elles, tout de suite, elles n'ont pas le même impact que ce qu'on aurait cru. Et d'ailleurs, notre interlocuteur se sent compris finalement dans lui-même, dans ses propres craintes à lui. C'est ça. Et sur l'idée, tu vois, de l'intrusion et tout ça, c'est que je crois qu'il faut redonner la responsabilité aux gens. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, comme c'est vrai, ils sont aussi beaucoup sollicités, ils sont capables de vous dire non, mais j'ai pas le temps, vous me dérangez. Et c'est vraiment redonner la responsabilité au fait aux prospects, aux clients. Et c'est-à-dire que c'est pas anticiper ça, c'est pas penser à leur place. Ouais. Donc c'est pas anticiper, je vais les déranger parce que en même temps, je dirais, être vivant, c'est te déranger. Hein. Moi, là, je suis dans mon bureau. Justement, on en parlait. Il suffit que j'aille dans le couloir, parce que je suis le chef. Ils vont me poser des questions, mais ils vont me déranger en permanence. Mais mon métier, c'est manger. Et en fait, vous voyez, c'est vraiment se dire au contraire, si j'assumais de déranger les gens, en fait. Peut-être qu'ils vont dire, mais non, mais vous ne me dérangez pas, en fait, ça m'intéresse. Ok, parce que c'est une question aussi de posture. Moi, je l'ai fait beaucoup travailler sur l'action entre passer de une posture de demandeur à une posture d'offreur. En fait, c'est aussi ça. C'est que on a peur de déranger. Moi, je prends toujours cette analogie-là, mais je leur dis vous avez peur de les déranger parce que vous savez que vous allez leur demander de coucher avec vous le premier soir. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tiens, on a Florian qui est mon prochain invité, qui s'est déjà invité dans la conférence. Okay. Salut Flo, c'est pas grave, on se voit tout à l'heure. Ouais, désolé. C'est pas grave. Ciao Flo, ciao. On passe de pas de cheveux à beaucoup de cheveux là. Ouais, c'est ça. Donc vous savez maintenant quel sera mon prochain invité en interview sur la chaîne. Mais effectivement, Arnaud, tu vois, ce que je disais, c'est que il y a aussi cette question de posture, c'est que quand tu sais que tu vas offrir quelque chose à quelqu'un et que tu n'as rien à lui demander, parce que fondamentalement, tu n'es pas là pour demander quelque chose, et forcément, encore une fois, dans la posture, ça facilite les choses. Hein, y a aussi quelque chose qui se joue derrière dans les peurs, c'est la peur du rejet. C'est-à-dire que cette peur de déranger, en réalité, elle masque probablement plus une peur du rejet. Et est-ce que ça peut renvoyer? Ça, j'imagine, ce sont des choses sur lesquelles tu travailles beaucoup. Ouais, ça, la peur du rejet, c'est vraiment lié à notre histoire, à notre petite enfance, à souvent que tout le monde quand même a pas ça, tu vois, à l'impression qu'il n'y avait pas une vraie place pour nous, que quand on fait des choses, eh bien, nos parents étaient occupés. Et vraiment, je crois qu'il ne faut pas aussi avoir peur de ça
quand on est entrepreneur, se dire, mais sans avoir peur, tiens, mais comment c'était dans mon enfance? C'est-à-dire qu'on n'est pas forcé de rentrer dans un travail comme ça épouvantable, ça peut être assez léger, mais se dire, mais tiens, qu'est-ce que je connais en fait? Voilà, si j'ai tellement peur d'être rejeté, est-ce que j'ai été rejeté? Le travail, c'est des choses, on est vraiment dans un autre modèle. On peut régler en quelques séances en fait des problèmes de 30 ans. Et sur l'idée de, ce que j'aime bien aussi, c'est pouvoir se vacciner contre le rejet. C'est-à-dire, c'est se dire, OK, bon, qu'est-ce qui se passe? La personne me dit non, je me sens rejeté. OK, je respire. En Gestalt, on est beaucoup là-dedans, c'est d'accepter les choses plutôt que les éviter. OK, je me sens rejeté. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi mon émotion? Et dans un deuxième temps, eh bien, est-ce que vraiment je suis rejeté? D'accord. C'est moi qui ai rejeté. On peut avoir l'impression que c'est nous en tant que personne. Il faut vraiment faire une différence entre une proposition et nous en tant que personne. On est extrêmement rarement rejeté en tant que personne, mais souvent c'est juste personne ne soit pas le temps, n'a pas envie. Et c'est vraiment l'idée, je n'en fais pas une histoire personnelle. Voilà, c'est pas moi en tant que personne. Ça, c'est vraiment aussi aidant de switcher ça. Surtout qu'on sait qu'en prospection, notamment dans notre métier, on a 70% de nos clients qui essayent de se passer d'un agent immobilier au départ et ils sont 70% à faire appel à un agent immobilier à la fin. Donc on sait bien qu'un non au départ n'est jamais un non définitif, il est juste la représentation à un instant T, soit effectivement du fait qu'on dérange tout simplement, soit que la personne est dans un pic d'enthousiasme à l'idée de se passer d'un agent immobilier qui fait que c'est pas le moment pour elle d'avoir effectivement besoin d'un professionnel. Ouais. Alors pourquoi à la fin ils choisissent quand même un agent immobilier alors? Mais parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée à passer par un agent immobilier, parce que c'est l'accompagnement qui fait l'accompagnement stratégique, qui fait la réussite du projet de ce client-là, bien plus que parce que c'est un métier et parce que on a une projection émotionnelle sur son bien immobilier, on en a déjà parlé, qui fait que parfois on peut avoir tendance à prendre les choses trop à cœur en tant que client. Parce que c'est notre maison, c'est notre appartement, il y a des souvenirs, etc. Et que c'est le détachement émotionnel qui fait aussi l'intérêt de passer par un professionnel neutre dans le cadre de ce projet. Et donc, effectivement, ne pas prendre le rejet à titre personnel, c'est d'autant plus vrai que c'est souvent une question de moment plus qu'une question de personne. Oui, c'est ça. Et ce qui est bien aussi en t'écoutant, c'est que peut-être parfois, on a, toi, une réponse, peut-être si un prospect va dire, mais pourquoi choisir un agent immobilier? Peut-être des réponses, tu vois, un peu automatiques. Toi, si on parlait de ça, des réponses qui sont un peu prescrites par des réseaux et tout ça. Puis, en fait, on ne va pas forcément y croire, on va le faire de manière un peu mécanique. Moi, ce que je pourrais vraiment recommander, c'est sentir, mais c'est quoi mes valeurs ajoutées? Voilà. Pourquoi je me choisirais moi-même comme agent immobilier? C'est-à-dire si vraiment, moi, quand j'ai commencé à animer des stages, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aimerais moi trouver dans les stages? Et ça a toujours été intéressant parce qu'on a aussi des gens qui vont nous ressembler. Et comme c'est un métier où il y a beaucoup de monde, eh bien, il y a vraiment cette singularité à développer. Donc, ça peut être assez cool de se dire, mais qu'est-ce que je crois? Pourquoi vraiment on pourrait faire appel à moi? Mais pas des choses prescrites. Ouais, c'est ça. Puis j'en parlais hier soir en conférence, c'est que cette tendance, mais encore une fois, c'est aussi une question d'estime de soi, c'est à se cacher derrière les outils, voilà, derrière le réseau, derrière l'enseigne, derrière le comment, etc. Et je vois rarement des conseillers immobiliers qui s'engagent juste à titre personnel, en fait. Mais vous savez, moi, monsieur le client, quand je m'engage dans un projet et je sais que ce projet, il est d'une importance essentielle pour vous, je ne m'engage pas à moitié. Et les outils, ce sont les outils, mais vous savez que vous allez pouvoir compter sur moi à vos côtés pour vous aider à tirer le meilleur de cette transaction. Et en fait, on a tendance vraiment à se cacher, encore comme tu le dis, dans des schémas de script, alors que en incarnant, tu parlais de mécanique par exemple, et je tiens absolument à ce que l'agent immobilier sorte d'une manière de travailler qui soit mécanique pour aller vers une manière de travailler qui soit incarnée,
Et c'est vraiment et c'est ça qu'attendent en fait nos clients, parce que quand on leur demande mais vous attendez quoi d'un agent immobilier, ils répondent jamais je veux qu'il utilise un drone ou une visite virtuelle. Hein. Ils disent toujours je veux quelqu'un de confiance, de bons conseils, d'honnête, droit, de respectueux, qui est à l'heure, voilà, qui respecte ses engagements. Ils en demandent pas beaucoup plus que ça, et pour autant c'est pas ce qu'on leur montre. Donc ça, je pense que c'est vraiment une dimension importante dans l'authenticité qu'on va pouvoir leur offrir. Oui, c'est ça. Et vraiment se demander qu'est-ce que moi j'ai envie d'offrir à titre personnel comme agent immobilier. C'est-à-dire oser se dire, mais comment moi j'ai envie de redéfinir le métier, comment je vois ça, pas chercher à faire comme les autres, et se dire aussi, j'aime beaucoup ce miroir, tu vois, c'est si moi je cherchais un agent immobilier, parce que justement je suis trop impacté avec mon bien, qu'est-ce que j'aimerais trouver? Parce que vraiment, on attire beaucoup des gens qui nous ressemblent. Et, et vraiment se dire, mais tiens, et c'est quoi ma sauce secrète? Tu vois, le petit plus que moi, je peux amener et vraiment le dire ça. Voilà. Et en plus, moi, je vous amène ça. C'est marrant, ça me rappelle une anecdote. Il y a au moins 2 ans, je crois que j'accompagnais un conseiller qui me disait, il me montrait un flyer qu'il voulait distribuer et il y avait marqué l'expert de votre quartier et il était conseiller immobilier depuis 1 mois et demi. Et je lui disais, mais pourquoi tu as marqué l'expert de votre quartier, etc. Il me dit, parce que tout le monde fait ça, quoi. C'est comme ça, enfin, tu vois. Et je dis, mais qu'est-ce que tu as à offrir aux gens qui vont avoir affaire à toi, en fait? Est-ce que c'est vraiment une expertise aujourd'hui? Et je te souhaite de l'acquérir rapidement. Il me dit non, mais je dis, alors qu'est-ce qui manquerait le plus à tes proches si demain tu n'étais plus là? Et il m'avait dit, moi, en fait, je suis gentil, quoi. Je suis gentil, je suis sympa, je suis toujours disponible, je suis toujours de bonne humeur, je suis. Ça te dit qu'on fasse un flyer, l'agent immobilier le plus gentil du quartier, ou le plus sympa du quartier, ou l'agent immobilier toujours de bonne. C'est ça, au moins, la promesse, elle est là, et les gens, ils seront pas déçus par la promesse, et elle est vraie, et elle est incarnée, et c'est ce que tu as à offrir aujourd'hui. Et c'est intéressant quand tu parles de sauce secrète, parce que la sauce secrète, du coup, elle dépend plus de 15 années d'expérience, en fait. Ça, tout un chacun, du jour au lendemain, peut avoir quelque chose qui le rend unique en tant que conseiller immobilier. Ouais. Ok. Tu veux continuer sur cette notion-là? Non, non, mais j'aime beaucoup ça et je crois qu'il faut pas avoir peur de sortir d'un modèle, euh, mais vraiment de trouver ses propres représentations de, de ce qu'on imagine pouvoir apporter. Et on en parlait, moi j'aime beaucoup l'immobilier, j'ai vendu, j'ai acheté. Et il y a vraiment l'idée d'une relation en fait. Et c'est vraiment ça le plus important. C'est la qualité de la relation avec la personne. Et Bien c'est sûr. ça qui va faire la différence. Ouais, clairement. Dans les croyances que je croise aussi beaucoup, et là aussi, ça m'est tombé dessus il n'y a pas très longtemps, elles sont liées à la peur d'échouer, mais une peur d'échouer qui est moins une croyance interne que le fruit de forces externes. Et là, je vais les citer clairement, la famille, le conjoint, les enfants, ou notamment, et là encore, j'ai pas peur de te dire, j'ai pas mal dans mes élèves des femmes, et j'ai beaucoup le débat de comment vous faites comment on peut faire pour rassurer son entourage qui s'attend à ce qu'on vende tous les jours le soir quand on rentre à la maison, qui s'attend à ce qu'on réussisse vite, etc. Et cette peur d'échouer, elle est déjà, je pense, prégnante chez tout un chacun, et en plus, elle est exacerbée par l'entourage. Non, mais c'est très intéressant. Moi, je pourrais vraiment recommander des frontières. C'est-à-dire, ce que je vois, c'est un problème de frontières. C'est-à-dire que tu parlais des femmes, mais quand un homme il rentre à la maison, sa femme, elle ne va pas lui demander alors, dans ton travail, de faire un reporting de toutes les tâches, en fait. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est vraiment important que quand la personne rentre, il y ait une frontière. C'est-à-dire que là, on est dans la vie familiale et on ne parle pas de ça. Et certainement pas au début, qui est un accueil, qui est un temps, plus sur ce que je disais, sur l'état émotionnel. Comment s'est passée ta journée? On ne veut pas te dire combien tu as fait de ventes, mais est-ce que tu as passé une bonne journée? Est-ce que tu as rencontré des gens sympas? Et sentir qu'il y a vraiment un intérêt justement sur nous en tant que personne, mais pas juste sur les chiffres.
Donc, ça serait vraiment intéressant de poser ça et puis de dire, tiens, ok, de temps en temps, mais pour moi, de temps en temps, c'est genre une fois par mois, tu vois, c'est pas 5 minutes. Ok, là, si tu veux, je peux te raconter les résultats, ce qui se passe, mais que ça puisse pas, tu vois, en fait, arriver comme quelque chose d'automatique, de non prévisible et qui va déclencher en fait beaucoup d'anxiété. C'est important que chez soi, on se sente en sécurité. Et ce que j'appelle la sécurité relationnelle. Et on ne demande pas des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est intime en fait. Si on a vendu ou pas, c'est pas anodin. Et c'est surtout, est-ce que tu crois qu'il y a un travail à faire auprès de son entourage aussi sur la pédagogie de ce qu'on fait? Parce que, par exemple, il y a une grande méconnaissance dans notre métier, c'est qu'on fait de la vente en cycle long et qu'en fait, quand quelqu'un démarre dans cette profession, ça met pour le coup vraiment des mois et des mois avant de générer réellement du chiffre d'affaires et de l'argent sonnant et trébuchant. Et il y a un manque je pense, de pédagogie sur le fait que, et sur une autre dimension qui est liée, c'est que ces conseillers immobiliers qui se lancent, ce sont des chefs d'entreprise en fait. Et on ne crée pas une entreprise, il n'y a pas une entreprise qui se crée en un claquement de doigts. La tienne, elle a 20 ans, elle n'en est pas arrivée là où elle en est aujourd'hui, en un claquement de doigts. Et il y a un manque, je trouve, à la fois de maturité et de pédagogie sur le fait que chaque conseiller immobilier est un entrepreneur qui crée une entreprise et une entreprise, elle n'a pas des résultats du jour au lendemain. Voilà. Alors c'est très intéressant, je trouve qu'il y a beaucoup d'axes là-dedans. Il y a un axe aussi, c'est de s'autoriser à expliquer, à informer, mais aussi à poser des besoins. C'est-à-dire, ça serait vraiment dire, écoute, est-ce que tu me fais confiance là-dessus? Puis expliquer un peu notre projet aussi. Il ne s'agit pas de faire confiance sur rien. Puis se dire, voilà, est-ce que dans ta confiance, tu me donnes 6 mois, tu me donnes 1 an, mais pas 15 jours, et que du coup, on part sur un délai. Je pourrais dire aussi, il ne se passe rien s'il n'y a pas de vente, c'est OK. C'est vraiment, écoute, voilà, poser ça. Et je dirais, en fait, en psychologie, c'est tout ce qu'on ne parle pas, ça ressort ailleurs sur un autre sujet. Donc, voilà. Et ça peut être vraiment de dire au conjoint, qu'est-ce qui t'angoisse? Voilà, je suis entrepreneur, je commence. Qu'est-ce qui t'angoisse, toi? Et pouvoir aussi accepter de recevoir la parole. Non pas l'anxiété, mais dire, OK, ça t'angoisse, on peut en parler. Et c'est beaucoup mieux d'en parler. Mais par contre, par rapport à ce que je disais avant, on ne va pas en parler n'importe comment et n'importe quand. Okay. On prend un moment, on se pose, voilà, on va au restaurant et puis tac, on pose de ça et on voit, peut-être on fait venir aussi un tiers qui peut amener des informations et aussi sur l'idée que parfois, moi ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que peut-être que le conjoint, homme ou femme, il aurait envie de créer son entreprise aussi. Tu vois? Et parfois, on va le faire nous et pas l'autre. Ça peut être intéressant aussi de parler de ça. Ouais. De quelle manière nous on prend un risque, peut-être l'autre aussi aimerait prendre. Ouais, et c'est intéressant ce que tu dis sur la notion aussi c'est ce questionnement que l'on peut recevoir. Il est souvent l'expression de l'anxiété en fait de la personne qui interroge, c'est ça, sur l'impact que la réussite ou non de l'activité peut avoir sur d'autres choses, et donc de poser ce sujet-là. Voilà. Et j'aime beaucoup l'idée pour aller vers le meilleur et le positif. Moi, je suis quelqu'un de très très positif, mais c'est toujours intéressant aussi à un moment de se dire, mais ok, c'est quoi le pire en fait? Donc, j'ai pas de vente pendant 6 mois, j'ai pas de vente pendant 1 an, ça va ou pas? Et ça peut être intéressant de poser ça aussi, tu vois, voilà. Qu'est-ce qui se passerait si… c'est ça. Donc, qu'est-ce qui pourrait arriver si je fais pas de vente pendant 6 mois? Qu'est-ce qui se passe? Quelle décision je serais contraint de prendre et d'envisager du coup une situation? Et le nommer plutôt que ça se transforme en agressivité en fait, déguisée. Parce que l'agressivité, souvent, c'est parce que quelque chose n'a pas été dit autrement. Donc, c'est vraiment se parler, communiquer, mais que ça ne soit pas le seul sujet aussi dans le couple, en fait. Et du coup, ça m'amène aussi à une notion qui est aujourd'hui très prégnante dans notre société. Et on en a déjà parlé tous les deux me concernant, mais
enfin, c'est pas un mythe, mais cette ambition d'un grand équilibre pro-perso. On est aujourd'hui d'une génération qui aspire à avoir l'ambition d'avoir tout, la réussite professionnelle, mais aussi la réussite personnelle. Est-ce que tu crois que ça crée presque une pression supplémentaire du coup sur les entrepreneurs en général? Ouais. Et je pense que vouloir toujours être en équilibre, c'est un peu impossible en fait. Et que je dirais, c'est un peu comme dans la nature, on a des saisons. Donc, il y a des moments où on va beaucoup travailler, on va moins être disponible. Mais encore une fois, c'est important de le communiquer. Puis des moments où on va être plus disponible aussi pour sa famille. Mais quand on commence une activité, en général, on a besoin de mettre beaucoup d'énergie. Puis l'énergie est là, on est un peu là dans le printemps. Donc, c'est vraiment OK. Et puis après, je pense quand même que c'est un métier où on peut choisir ses horaires. Ouais. Donc, ça peut tout à fait s'arranger et on peut s'adapter tout à fait à une vie de famille, en fait. C'est marrant ce que tu disais sur la notion d'équilibre qui est un leurre, parce que ça me renvoie à, je crois que c'est le livre The One Thing de Gary Keller, qui parle d'un équilibre dans le déséquilibre. En fait, c'est que c'est un déséquilibre permanent, mais qu'à chaque déséquilibre doit correspondre un déséquilibre dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'équilibre pro-perso, c'est presque quand je travaille trop pendant une période donnée, je dois compenser par une grande période, du coup, où ma priorité, ça devient ma vie de famille. Toi, tu crois plutôt à ça, du coup, qu'à espèce de constamment être sur le fil du rasoir Je dirais il y a peut-être une différence sans rentrer dans des caricatures, mais homme-femme, parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux, les mêmes besoins. Mais chez une femme qui va, je vais peut-être pas me faire des amis là, mais une femme qui va imposer à son conjoint de pas travailler, ça va être compliqué. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans la réalisation? Donc tout ce qu'on vous la contraindre, ça marche pas. Donc faut aussi accepter ça. Mais effectivement, peut-être qu'il y ait des vrais week-ends ou qu'il y ait des vrais moments de présence. Ça peut être aussi des vacances où là, eh bien, on a un deal et puis vraiment, on est vraiment présent. Parce que y a quelque chose, c'est que c'est pas que le temps, toi, c'est la qualité de présence. Ouais. Parce qu'à la limite, on peut être beaucoup à la maison, mais on n'est pas là parce qu'on n'est pas présent dans sa tête. Mais si on est là vraiment, enfin, les moments où on est là, on est vraiment dans une qualité de présence et d'attention, ça change beaucoup de choses. C'est, enfin, j'allais te lancer sur le sujet si tu ne l'abordais pas, mais je crois que c'est un des vrais enjeux aujourd'hui en tant qu'entrepreneur pour nous. Et clairement, moi, sans trahir de secret, c'est vraiment mon objectif de cette année, c'est pas tant de pouvoir accorder plus de temps aux gens qui comptent en temps, mais d'accorder une meilleure présence dans ce temps-là, en fait. Sinon, on veut constamment leur accorder plus de temps, alors qu'en réalité, c'est la qualité de ce temps-là qui fait souvent défaut. Ouais. Parce qu'on est hyper sollicité, parce que le téléphone, parce que le smartphone, parce que les réseaux sociaux, pour plein de raisons. Mais je suis content que tu abordes ce sujet aussi de la présence, parce que je pense que dans cette course effrénée à la rentabilisation, on devrait pouvoir mieux rentabiliser aussi nos temps de qualité et de vie de famille. Ouais. Ouais. Et puis, toi, attention aussi à genre, là, je travaille beaucoup, puis après, je serai disponible. Ça marche pas non plus vraiment comme un modèle. C'est-à-dire que, parce qu'il y a des personnes, ils vont toujours avoir des raisons, en fait. Ouais. Et c'est toujours une question de priorité. C'est-à-dire que si on n'est pas clair sur nos priorités, on va toujours remplir et donner de l'énergie là où on met notre priorité. Donc, ça peut être aussi intéressant de voir. Et puis, parfois aussi, on rentre tard au travail parce qu'à la maison, c'est compliqué aussi. Et ça, je le vois beaucoup aussi. C'est-à-dire que c'est un évitement. Ouais. Alors, peut-être par rapport à ce que tu disais, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des questions ou tout ça. Du coup, on rentre de plus en plus tard. Du coup, ça déclenche encore plus de frustration et d'agressivité. C'est un vrai cercle vicieux. Voilà, c'est vraiment intéressant de regarder ça. Comment à la maison, ça peut se passer bien aussi quand on rentre. Ok.
Je voudrais pas abuser de ton temps. Je voudrais t'aborder peut-être un dernier point Ouais. parce que ça me fait penser aussi à une phrase que j'entends beaucoup et je pense qu'elle est liée à une forme à un problème identitaire. Tu sais, moi je suis qui pour Y ou X quoi. Notamment par exemple lorsque j'invite certains conseillers immobiliers à assumer une bonne fois pour toutes de ne vouloir travailler qu'avec des mandats exclusifs. On a déjà eu ce débat en plus lors d'un dîner. On refera pas le débat sur le mandat exclusif, mais on peut faire le débat du coup, l'objection que je peux avoir moi, qui à un moment donné est, mais moi je suis qui pour imposer entre guillemets ce mode de fonctionnement là, et puis moi je suis qui parce que j'ai un confrère dans mon village qui est là depuis 20 ans, moi je débute, voilà, il y a aussi des questions identitaires. Comment est-ce que tu les abordes toi avec les entrepreneurs? Ah, je dirais, tu vois, on peut aussi prendre le problème autrement. C'est-à-dire que je suis qui? Euh, on peut aussi dire, mais j'ai pas besoin d'être quelqu'un de spécial en fait. Tu vois, je dirais, si on est dans cette logique, je suis qui pour ça? Si tu viens me voir, on en parle en séance, moi je te dirais, mais t'es personne et c'est pas le sujet. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'être extraordinaire, t'as pas besoin d'être meilleur ou d'avoir prouvé plein de choses pour demander les choses. Donc, toi, je dirais, ça serait plutôt intéressant de sortir de là-dedans et parce qu'on va jamais trouver de réponse parce que qui je suis, ça sera jamais assez en fait. Ok. Et toi, c'est plutôt dire, ok, moi, ma manière si je travaille en mode exclusif, assumer que pour moi, toi, on peut aussi parler de soi, c'est-à-dire que pas dire que c'est mieux un mandat exclusif, mais dire pour moi, ça me permet de mieux travailler. Ça veut dire que je sais que vous me faites confiance, vous me donnez votre confiance, donc vraiment, ça me motive, ça mobilise. Et moi, en échange, je veux vraiment vous donner le meilleur parce que c'est pas agréable de savoir qu'il y a peut-être 4-5 personnes qui font la même chose. Donc, vous me donnez votre confiance. Moi, j'ai besoin de ça. Et en échange, c'est-à-dire de pas avoir peur de parler de soi, en fait, et Ouais. de ses propres besoins. Est-ce que dans le je suis qui, donc c'est aussi une question de la projection que je fais de celui que je devrais être pour pouvoir demander ça? C'est ça. Donc, Il y a pas de une respect. idéalisation de l'agent immobilier parfait, en fait. Ouais. Donc, c'est juste de dire qu'il n'y a pas d'agent immobilier parfait, en fait. Je pense que c'est vraiment ça, et se dire, je suis qui? Je suis un professionnel qui travaille, qui a envie de travailler bien, et c'est vraiment se relier à ses valeurs, en fait. C'est pas vouloir être, quand on veut être extraordinaire, ça marche jamais vraiment. C'est-à-dire, c'est vraiment se dire plutôt, je suis suffisant, Ok. et qui je suis en tant que personne, se légitimer en fait autrement. Et puis enfin en général, même si on est jeune dans le métier, ce que tu as l'air de dire, on a quand même un background, on a Bien fait sûr. des choses avant. Et si on est jeune et si ça arrive, ça d'être jeune et que c'est un premier métier, Ça m'est arrivé. Ouais, ça arrive, ouais. là, ça serait dire ce qu'on a, c'est la passion en fait. Bien sûr. C'est-à-dire on choisit ça et ça nous intéresse. Et voilà, et je suis légitimé par ma passion et mon Ouais. énergie. Mon enthousiasme, mon absence d'a priori aussi. Je suis pas déformé par le métier. J'ai pas tout vu, tout entendu. Donc, je suis assez suffisamment neutre pour pas trop me poser 36 questions, etc. Et souvent, d'ailleurs, les conseillers, j'en arrive souvent à la conclusion que vos clients, ils vous méritent, en fait. Il y a un moment, ils ont du mal à se rendre compte que, quel que soit ce qu'ils ont à leur apporter, d'abord, ils ont beaucoup à leur apporter à leurs clients, et puis leurs clients les méritent, quoi. Et ils méritent le meilleur de ce qu'ils ont, la meilleure des stratégies qu'ils ont à leur offrir, quoi. Et Mm. c'est un travail de longue haleine. On pourra en parler pendant des heures. Et merci beaucoup, en tout cas, Arnaud, pour ces, je sais pas, 35 ou plus minutes qu'on vient de passer ensemble. Parce que je pense qu'on a balayé beaucoup des sujets qui peuvent bloquer les conseillers immobiliers. Alors, bien évidemment, on pourra en parler Et tu pendant vois, des heures. pour finir là-dessus, c'est plutôt de se dire, mais qui je suis, c'est plutôt qu'est-ce que je vais faire, tu vois, c'est vraiment qu'est-ce que je vais mettre en œuvre.
sur quoi je m'engage en fait. À titre perso, Ouais. en tant qu'individu. Si je prends un contrat, je sais que moi, je vais faire ça et tu vois, l'écrire et être clair là-dessus. Respecter ses engagements. Ça a beaucoup de valeur. Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que je leur dis souvent, mais dites-le que vous allez tout faire pour vendre. On le dit même pas. Dites-le que quand on vous confie un mandat de vente, vous allez tout mettre en œuvre pour vendre dans les meilleures conditions et que c'est votre mission et que vous êtes dans le même bateau que votre client dans ce projet-là. Et on a peur de s'engager à titre d'individu, en fait. Hein. Ouais. Bah, je te propose qu'on... Ouais, vas-y Arnaud, vas-y. Pas hésiter Toi, moi, j'aime beaucoup l'idée que les émotions, ça fait partie de la vie, tu vois. C'est-à-dire, alors peut-être que ça ne le fait pas à chaque fois, mais quand on visite un bien, ne pas oser dire, enfin, oser dire aussi, bah, vraiment, ce bien, je le sens, il me plaît parce qu'il y a ça, et vraiment, je vais avoir plaisir à le vendre, et je vais avoir plaisir que quelqu'un s'installe là. Et tu vois, du coup, de personnaliser les choses, en fait. Et tu vois, de pas hésiter à mettre un peu d'affect là-dedans. C'est-à-dire en disant, bah, ah ouais, mais ça, vraiment, je trouve que vraiment, vous avez voilà, un bel appartement et que vraiment, je vais vous aider à trouver un acquéreur et vous allez être content de ça à la fin. Et de trouver l'acquéreur qui va respecter aussi ce que vous mettez émotionnellement dans ce logement. Je sais qu'on en a parlé dans ton cas, et c'est important aussi de s'assurer que la personne qui va vivre après nous dans ce logement soit aussi respectueuse de celui-là. C'est ça. Je pense que là, ça peut vraiment faire une différence. Arnaud, merci infiniment. Avec plaisir. Merci pour le temps que tu as accordé. On pourrait encore une fois refaire et refaire, et je serais ravi que tu puisses accompagner un maximum de conseillers immobiliers. On en rediscutera, mais merci vraiment infiniment pour le temps accordé. Si cette vidéo, et je suis sûr qu'elle va susciter des commentaires, n'hésitez pas à commenter. On prendra le temps qu'il faudra avec Arnaud pour vous répondre. Voilà, si vous avez la moindre question sur tout ce qui a été abordé, n'hésitez pas à nous partager aussi ces blocages qui peuvent peut-être aujourd'hui limiter votre croissance. On sera vraiment ravis de vous entendre à ce sujet. La partager à quelqu'un à qui ça pourrait être utile aussi. Donc, faites ce geste, ce don de cette vidéo, faites-la tourner pour qu'elle puisse impacter un maximum de conseillers immobiliers. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être certain de recevoir les prochaines vidéos. Merci encore une fois, Arnaud. À très bientôt. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée. Souvenez-vous toujours que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Ciao, ciao.